Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre hors du commun. Alors, ça va être un numéro assez exceptionnel. La durée, on ne sait pas encore, c'est nos limites, parce que ce soir, nous recevons avec Silvano Trotta, Monsieur Roch Sahuker. Bonsoir, Roch. Bonsoir Antoine, bonsoir Silvano. Salut Roch, salut Antoine. Ça va, Silvano, de ton côté? Super bien. Bon. Donc, ce soir, on a décidé de t'inviter, Roch, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que tu diffuses des révélations complètement fracassantes sur Internet à travers ta chaîne. Alors, ton émission, c'est Rendez-vous avec Roch, et le nom de ta chaîne, c'est Top Secret Magazine Eden Édition. Voilà. Plus, bien sûr, toutes les révélations auxquelles on a droit dans Top Secret Magazine, qui sort donc tous les 2 mois. D'ailleurs, le dernier numéro, c'est le numéro 87. J'en profite, je l'ai sous les yeux. Voilà. La conspiration de la matrice. Et donc, on s'est dit avec Silvano que ce serait bien qu'on puisse discuter ensemble, tous les trois, sur tout un tas de choses, parce qu'effectivement, il y a plein de questions. On sait que tu ne montres que le haut de l'iceberg, et nous, on avait envie de voir avec toi le bas de cet iceberg que tu nous révèles au fur et à mesure de tes émissions, de tes éditos aussi qui sont importants d'ailleurs. On va essayer, je vais essayer de me prêter à cet exercice. En tout cas, moi je tenais à vous remercier, toi et Silvano, pour tout le boulot que vous faites, notamment la gentillesse depuis le début que vous avez à mon égard et à l'égard du magazine Top Secret. Voilà, j'y suis très sensible, je tiens à vous le dire. Et même si on ne s'est jamais rencontré dans la vie, c'est quand même une belle amitié virtuelle qui est en train de naître depuis quelques mois déjà. Et donc voilà, vous l'avez encore jamais faite celle-là, c'est le moment. Écoute, merci en tout cas, ça nous touche très sincèrement. Mais du coup, moi, ce que je me suis aperçu, et ça c'est quand même assez remarquable, d'ailleurs je l'ai relu il n'y a pas très longtemps dans le dernier numéro, c'est que tu es, à mon sens, l'un des rares chercheurs à se remettre constamment en question. Et à ne pas hésiter à dire, écoutez, moi j'ai écrit ça il y a quelques mois, il y a quelques années, je pensais à l'époque que c'était vrai, et puis finalement j'ai des nouveaux éléments. Je crois que ce que je vous ai dit à une époque, c'est peut-être pas du tout ça, ou alors faut peut-être le modérer, le mesurer. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Et là, avec ton dernier dossier Pandore, grosse remise en question. Oui, c'est énorme, tout azimut, parce que là, évidemment, la remise en question, elle touche pas seulement le milieu mainstream, le milieu officiel, les versions officielles de l'histoire, etc., dans un cadre qui s'appellerait l'archéologie interdite. C'est-à-dire que c'est la résultante de réflexions, de contacts que j'ai, de discussions que j'ai, comme celles que je peux avoir avec vous de temps en temps. Et puis c'est la somme de toutes ces réflexions, de toutes ces discussions qui fait que à la remise en question, elle peut aller loin. Et donc là, cette fois-ci, elle touche pas seulement ce milieu mainstream, mais elle touche aussi tout le milieu alternatif. Alors évidemment, ça fait pas plaisir à grand monde quelque part, mais en même temps, c'est ça, en même temps, je pense que aussi ça fait plaisir à pas mal de monde. Et puis voilà, c'est une quête dans laquelle on est tous embarqués. C'est un cheminement, et chaque découverte nous amène vers d'autres éclairages. Et quand on éclaire tout d'un coup une pièce qui était dans l'obscurité, tout le reste de la pièce prend une autre dimension. Et à ce moment-là, il faut en tenir compte. Je suis obligé d'en tenir compte. Parce que si on reprend cette histoire, par exemple, des échanges que tu as eus avec les voyageurs du temps, comme tu les appelles, finalement, toutes les preuves et les synchronicités
qui ont eu lieu à l'époque, hein, c'est-à-dire que ça, tu le remets pas du tout en question, par exemple, mais tu remets finalement en question plus les objets, l'origine des objets qui sont apparus. Voilà, exactement. Ce qui fait que ça ne remet pas en question finalement le jeu qui a pu s'instaurer, cette espèce de guidance qu'il y a eu, cette interaction qu'il y a eu. Simplement, la question qu'on se posait, à savoir de qui tire ses ficelles, etc., tout ça a été bouleversé. Ça oblige à se rendre compte que peut-être que oui, il y a eu un jeu, mais que ce jeu est encore peut-être plus complexe et plus étonnant qu'il n'y paraît. Je ne sais pas, mais ce que j'observe, c'est que je pense que la somme de notre travail à tous crée un poids dans cette réalité, et que ce poids, cette densité, cette gravité qu'on opère, si je peux utiliser ce genre de terme, a une incidence et provoque une réaction en retour. Et c'est une piste c'est un indice, si tu veux, qui montre que notre travail n'est pas inutile, même si des corrections peuvent être entamées très régulièrement pour justement contrer notre compréhension de ce monde. Alors, oui, je pense, alors c'est peut-être complètement mégalo de ma part, mais je pense que notre travail, d'une certaine façon, a un impact sur la matrice et qu'il crée comme une densité, comme une gravité dans la matrice, et que celle-ci est obligée de réagir. Et alors, depuis ta vidéo, Rock, qui a quand même déjà atteint les 73 000 vues là, sur l'effet Pandore, quelles ont été les réactions que tu as reçues? Et en particulier, est-ce que tu as eu des réactions des archéologues que tu t'es mis à dos là? Alors, les réactions, bon, comme d'habitude, hein, il y a les trolls. Bah, oui. Bon. Après, tu vas avoir des réactions. Alors, il y a aussi les réactions des personnes qui sont très déçues, et les passionnés de la théorie de la Terre plate sont très déçus parce que je continue pas dans cette direction-là, etc. Ils ont le sentiment que je n'ai pas compris l'importance, etc. de cette problématique-là dans sa globalité. Mais ce à quoi moi j'ai envie de leur répondre que c'est pas mon rôle d'aller plus à fond dedans. D'autres le font, d'autres le feront encore. On n'a pas fini de travailler sur ce truc, mais moi il faut que j'avance, faut que je débroussaille d'autres zones, et puis d'autres encore viendront travailler plus dans le détail sur les questions qui seront soulevées au fur et à mesure. C'est une affaire de rôle. Moi, je peux pas rester. D'ailleurs, je n'en aurai pas le temps. Je peux pas rester sur un seul sujet et puis creuser ce sujet-là. Surtout que j'ai encore une autre perception par rapport à ça. Par rapport à cette affaire de terre plate, j'ai l'impression que, si tu veux, c'est comme si en réalité nous étions dans un monde 2D, que nous avons la perception de la réalité en 3D, et à partir de ce moment-là, tu comprends bien qu'une surface plane, si on la transforme en 3D, peut devenir une sphère, etc., etc. Et donc, j'ai envie pour faire une analogie, je crois que je te l'avais déjà dit, Sylvano, mais une analogie avec la théorie quantique du chat dans sa boîte. Je pense que tant qu'on n'a pas vu la Terre avec nos yeux depuis l'espace, on pourra jamais. En réalité, la Terre
sera indéfiniment et plate et ronde à la fois. Ouais. Mais dans un monde qui est un monde 2D, dans lequel nos perceptions sont en 3D, à ce moment-là, c'est tout à fait possible de voir la Terre sphérique alors qu'elle ne l'est pas. C'est clair. Et est-ce que tu as eu des réactions d'archéologues? Alors, eh ben, écoute, tu vois, j'ai l'impression que les archéologues sont beaucoup plus calmes par rapport à toutes ces questions-là que par exemple, les astronomes amateurs qui, eux, on donne l'impression que on leur porte atteinte directement lorsqu'on touche au mensonge de la NASA. Okay. Les archéologues, je pense qu'ils en même temps, ils sont pas dupes de certaines choses qui se pratiquent et quelque part, ils n'ont pas envie de se salir les mains en intervenant directement sur ce genre de choses et de donner l'impression qu'ils se rabaisseraient à mon niveau. C'est ça. C'est bien parce que comme chacun peut avancer de son côté, puis je pense en même temps que les archéologues, ça va aussi les faire réfléchir. Dans ta dernière vidéo, effectivement, tu arrives à démontrer, en tout cas tu donnes un certain nombre d'exemples, qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui sont réellement faites par des faussaires. Est-ce que le fait, tu vois, de réussir à démontrer que 50, 80, 100, allez, même 500 œuvres ou 1000 œuvres sont fausses, c'est suffisant? C'est un échantillon suffisant pour démontrer qu'elles sont toutes fausses? C'est pas une question de démontrer ou de se dire on prend 100 exemples et donc les 500 autres ça va être ça, puis les 5000 autres ça va être ça. Le problème, c'est que si tu prends les trucs un par un, c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois que tu prends un truc un par un, tu te rends compte qu'il y a de grosses interrogations sur tous les sujets quasiment. Dans le prochain Top Secret, on a un dossier sur la paléontologie et notamment les fossiles de dinosaures, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Parce que non seulement tous les fossiles de dinosaures exposés dans les musées sont des faux, il n'y en a pas un vrai, mais en plus de ça, ces fossiles-là vont être découverts tous à partir du 19e siècle et jamais auparavant. Au 19e siècle, au moment où on a besoin de découvrir ces ossements. C'est-à-dire au moment où on a besoin d'appuyer la théorie de l'évolution. De Darwin, bien sûr. Il y a, je parle beaucoup dans mon émission de la Renaissance, qui lance cette opération, si tu veux, en début ou quasiment en début de cycle de 1000 ans, hein, si on veut parler en termes de cycle de 1000 ans et en faisant démarrer le cycle vers 1080. Et en fait, il y a une seconde renaissance que là, je suis en train d'isoler et qui se situe au moment de la Révolution française. Et les années qui vont suivre, et donc toute la partie du 19e siècle qui va rentrer dans une nouvelle façon de voir l'histoire de l'humanité. C'est très intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, plein de choses vont être exploitées, plein de choses vont être découvertes, et vont sortir comme ça du boisseau presque miraculeusement. Comment, sérieusement, on peut imaginer parfois ces photos de fossiles de dinosaures dans la terre comme ça, qui sont fossilisés dans une terre qui est souvent très facile à effriter. Là aussi, on se retrouve avec des flagrants délits de mensonges énormes, avec des dinosaures qui ont été révélés comme étant des faux. Enfin, il y a énormément d'exemples. Et puis même la forme elle-même des dinosaures, qui au niveau
au niveau simplement de la tenue d'un corps, ne tiennent pas la route. Des animaux qui ont un cou de 20 mètres de long, avec un corps monumental derrière, enfin, ou d'autres qui ont des têtes énormes et qui tomberaient, qui seraient dans l'incapacité de courir, etc. Il est vrai que lorsque l'on voit la capacité de la nature à enlever les traces de tout, hein, c'est comme tu l'avais montré dans ta vidéo sur la muraille de Chine, c'est extraordinaire. Moi, je ne savais pas que plus de X% de la muraille de Chine était complètement à la ruine. Je pensais que c'était un bâtiment qui était entretenu, qui était nickel. Puis même au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est quand même un bâtiment, je crois qu'il y a au mieux 4000 ans et au minimum 2000 ans. Et qui, en l'espace de 3 siècles, a déjà perdu, et encore on nous dit pour ça, pour nous faire plaisir, parce que c'était les chiffres officiels de l'époque, mais du XVIIIe siècle, 18e, 19e siècle, mais qui a déjà perdu donc un tiers, voire la moitié, qui a complètement disparu, c'est-à-dire effacé. Est-ce que ces parties-là ont vraiment existé? Ça, bien malin, celui qui pourrait le dire, absolument. Et l'autre exemple qui m'a frappé, c'était sur les grottes de Lascaux. Effectivement, on découvre cette grotte de Lascaux, on dit qu'elle a X centaines de milliers d'années, puis il y a des moisissures, on crée la grotte de Lascaux 2 pour les visiteurs, là aussi elle périclite, et là, comme tu dis, maintenant on crée un nouveau Lascaux encore, quoi. C'est fou, quoi. Alors évidemment, on commence pas à se poser la question, pourquoi? Alors évidemment, on dit, c'est les gens qui ont créé ces champignons en visitant la grotte. Moi, j'y crois pas trop, quand même. Mais non, en plus, attends, ces peintures-là, elles auraient tenu 30 000 ans. Faut imaginer ce que c'est que des grottes, quoi. La plupart des... Enfin, ceux qui sont entrés dans des grottes, quoi, c'est toujours hyper humide. Bon, ça, premièrement. Ensuite, est-ce que c'est vraiment raisonnable d'imaginer les hommes préhistoriques, alors là, on est toujours au 19e siècle, hein, en train de faire de la peinture. Et ça, partout, enfin, comme si c'était, si dans la version qu'on a officiellement des hommes préhistoriques, ils sont préoccupés à leur survie, etc., etc. Enfin, oui, c'est vrai que la découverte de toutes ces grottes qui se sont multipliées tout au long du siècle avec leurs caractéristiques, il faut voir, il y a des trucs au Japon. J'ai l'impression que déjà, il y a 30 000 ans, ils faisaient de la calligraphie, les gars. Mais tu vois, là, typiquement, par rapport à ça, par rapport à ces peintures rupestres, en quoi ce serait dérangeant que finalement l'humanité à une époque qui vivait dans des espaces troglodytes se soit amusée à peindre les animaux, etc. Tu vois, écoute, Jean-Antoine, je vois pas le souci là-dessus. Pendant que j'y pense, parce que j'oublie toujours ça, là, je l'oublie toujours. Voilà, là, j'en profite, là, j'y pense tout d'un coup. Imagine, tu es un homme préhistorique, tu es complètement au fond d'une grotte et tu décides de peindre la paroi de la porte, déjà de la grotte. Déjà, tu te demandes pourquoi il a cette idée-là. Mais bon, supposons, comment tu fais pour t'éclairer? Et si tu t'éclaires au flambeau, au truc, tu vas retrouver des traces de suie partout. C'est le même problème en Égypte, au fin fond de certains tombeaux. Comment est-ce qu'ils faisaient? Alors, on a parlé des miroirs et tout, mais bon, je veux bien. Mais alors, comment les hommes préhistoriques, eux, faisaient pour s'éclairer suffisamment pour faire de tels chefs-d'œuvre? Des chefs-d'œuvre dignes, à la limite, du style art déco des années 1910, parce que c'est vachement stylé, quoi, en plus. C'est vachement marqué par l'époque. On le voit bien, ces peintures rupestres qu'on découvre, elles évoluent avec les années de leur découverte. Est-ce que, Antoine, on ne serait pas dans un monde totalement faux, dans une simulation, quelque chose comme une prison, comme une prison où on serait enfermé dans une prison qui serait en réalité... dans les barreaux seraient le mensonge et l'illusion, etc. Un troupeau, une sorte de parc d'attractions. Et évidemment, dans le troupeau, il y a des moutons qui vont suivre le troupeau tout à fait normalement, tout
qui vont être dociles et obéissants et qui vont s'en trouver très bien, vont même y contribuer. Et ça aussi, il faudra que je te réponde par rapport à ce que tu m'as dit, Sylvano, sur les archéologues et tout ça. Et puis, au milieu de ça, il va y avoir quand même des moutons qui, eux, vont être des moutons récalcitrants. Et ceux-là, ils savent qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal, que le système dans lequel ils sont ne tourne pas rond. C'est problématique, ces moutons-là. Donc, on va faire en sorte de s'occuper d'eux et de les amener là où on veut qu'ils aillent, plutôt que de les laisser vagabonder tout seuls au risque de trouver quelque chose, une vérité, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour les occuper, ces moutons, pour les diriger? On leur donne justement toutes ces théories dont tu viens de parler. Et parce que intuitivement, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va leur donner des pyramides. On va leur donner des choses qui vont être des os à ronger. Et en plus de ça, la science officielle va leur apporter des réponses complètement débiles. Donc, ils vont ronger encore doublement. Et la science officielle qui pourrait, à un moment ou à un autre, dire « Ah oui, alors c'était comme ça ». Je pense par exemple aux géopolymères pour les pyramides, parce que beaucoup de gens me disent « Oui, mais il y a des blocs de granit ». Mais le granit, c'est la même chose, avec la même technique. On peut, à la limite, peut-être une technologie, parce que Joseph Davidovits a également fait, a reconstitué aussi des blocs de granit. Alors je suis pas sûr que ce soit avec du granit rose, mais enfin bon, tout ça c'est en recherche. À partir du moment où on a commencé à chercher, on finira bien par trouver. Moi je te pose la question des vases de diorite qu'on a trouvés en Égypte par centaines, qui étaient des vases de rituels, etc. Ces vases-là, mais est-ce que tu les as vus? Vous voyez de quels vases je parle, qui sont très évasés, très modernes, même pour certains. Tu vois, genre des carafes de vin, quoi, avec un long bec, et puis c'est de la pierre, c'est la pierre la plus costaud qui soit, c'est celle qu'on ne peut pas la travailler. Comment tu veux que ces vases-là aient été évasés au fond? Avec quelle technologie? Et avec quelles complications? Pour des vases de diorite qui vont servir juste une fois pour des rituels. Moi, il me semble plus logique d'imaginer qu'il y a une technique qui permet de ramollir ces pierres complètement, et une technique basée sur le système des géopolymères, et de pouvoir ensuite les mettre sur des tours de potier, tout simplement. Et à ce moment-là, comme travailler la diorite comme on travaille l'argile. Alors, je ne sais pas quel est ce procédé, mais il y a encore 10 ou 15 ans, je ne connaissais pas non plus le procédé des blocs de géopolymères. Tu dis, Roch, qu'il nous donne des os à ronger. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il lui se donnerait ce mal de nous donner des os à ronger? Il craignent quelque chose, à ton avis? Ouais, je pense que si on est dans une sorte de parc d'attractions ou de trucs, je pense qu'ils veulent qu'on suive un scénario. Tu vois, c'est pas par hasard, à mon avis, il y en a pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Par exemple, alors ça c'est le 19e siècle, hein, qui a remis ça à fond au goût du jour, même si c'était déjà un peu préparé à l'avance, enfin un peu avant, 18e, 19e. Mais tu as, par exemple, on a en Atlantique, on va avoir l'Atlantide. Puis il en faut aussi pour les Américains, et on va leur mettre Mu. Et aussi, il en faut aussi pour les Japonais, donc plus près d'eux, etc. Bref, c'est comme si les moutons récalcitrants de chaque continent pouvaient avoir leur os à ronger. Et tout ça est nié par la science officielle, donc on ne pourrait pas dire, tu vois, ça ressemble à un jeu, à un scénario.
ressemble à quelque chose qui est de l'ordre de la guidance aussi. Mais s'il y a os à ronger, ça veut dire qu'il y a risque qu'il soit découvert. Sinon, ils ne se donneraient pas tous mal. Oui, absolument. Il y a un risque, je pense. Il y a effectivement une possibilité qu'on puisse sortir, nous, de la boîte de Pandore. Ah. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais bon, c'est aussi compliqué que pour un Sims de sortir du jeu, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Oui, parce que même ça, dans l'absolu, finalement, c'est peut-être à un autre niveau, une autre espèce d'os à ronger, tu vois, de se dire, finalement, j'arrive à voir les pièges, j'arrive à les esquiver. Je pense que là, je me rapproche peut-être plus de la solution. Tu vois, est-ce que c'est pas encore... et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on devient complètement parano parce qu'on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Il n'y a pas complètement parano parce qu'on est actif, on est sur le chemin, on est dans la quête. Moi, je n'élimine aucune piste. D'ailleurs, dans Top Secret, on continue. J'en parlais à l'instant, dans le prochain numéro, on a un dossier qui est très intéressant, très informatif sur Mu, le continent Mu. Les différentes recherches qui ont été. Chaque information est importante. C'est une pièce du puzzle qui trouvera sa place. Donc, il faut bien se dire qu'on est dans le chemin. Il ne faut rien exclure. Il n'y a pas lieu de devenir plus parano ou d'être déçu en se disant « Ah, je me suis trompé, il faut faire demi-tour » ou tout d'un coup, là, il y a un éclairage et tout prend une autre dimension. On est en chemin. On est dans cette quête. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il faut garder cette foi qu'un jour on touchera en tout cas qu'on s'approchera vraiment de la vérité, qu'on aura une vision de plus en plus globale de la réalité dans laquelle nous vivons. Alors, tu sais, moi, quand je découvre tes révélations sur la boîte de Pandore, ça me fait penser immédiatement à une fiction écrite par Antoine Bello, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Les Falsificateurs. Et les falsificateurs, le pitch, c'est très simple. Hein. C'est l'histoire d'une organisation secrète internationale, le CFR, Consortium de falsification du réel, qui falsifie la réalité, mais dont personne ne connaît les motivations. Bon, après, tout l'objectif du livre, c'est de savoir quelles sont ces fameuses motivations. Et en fait, ils procèdent de la façon que tu décris dans ta boîte de Pandore, c'est-à-dire que quand ils vont avoir besoin de preuves, eh bien, ils vont créer des preuves qui vont pouvoir réussir à vieillir, ils vont les intégrer dans des textes, dans des sculptures, etc., pour faire avancer leurs propres objectifs et leur propre remodeler leur propre réalité. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment tout à fait là-dedans, comme s'il y avait une sorte d'organisation comme ça qui fait avancer la réalité selon leurs propres critères. Oui. Je parlais tout à l'heure d'os à ronger qui sont bien disséminés un peu partout dans le monde pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tous les peuples. Notamment, comme os à ronger, les pyramides. Il y a des pyramides partout dans le monde. Et tu vas aussi trouver des pyramides. Alors, il y a celles qui s'avèrent, qui ont marché pendant quelques temps. Moi, j'aurais rêvé aussi que ce soit des vraies, mais celles de Bosnie, par exemple. Pyramide de Bosnie. Donc, même le centre de l'Europe souhaitait avoir ces pyramides. Et je trouve que les scientifiques officiels de l'égyptologie ou autres, les spécialistes des pyramides, n'ont pas fait vraiment d'efforts pour nous expliquer que ce n'était pas des pyramides. On laissait ça. Donc, ils nous ont laissé ronger notre os. Toi, tu penses que les pyramides de Bosnie, finalement,
Bah non, c'est juste, alors c'est juste quoi pour toi, finalement? Bah c'est juste, si tu veux, des montagnes qui ont été un petit peu retapées, remises en forme, avec de la terre, etc. Et comment, du coup, t'expliques Il y avait déjà à la base une forme pyramidale. Et c'est de toute évidence, ce ne sont pas des pyramides. Et toutes ces fameuses propriétés électromagnétiques, oui, ben voilà, mais c'est lance un os, et tu verras qu'il y aura des gens pour courir derrière. C'est comme l'histoire des lévriers. Tu vois, et non seulement ça, mais, et puis ça, moi j'y ai été confronté, c'est un milieu, quand même, il faut le savoir, les escrocs, les falsificateurs, ils ne sont pas uniquement du côté de la science officielle. Il y a des gens qui sont, évidemment, je le dis, parce qu'au cas où on croirait que je suis en train de dire que tous les scientifiques sont des escrocs, loin de là ma pensée. Il y a des scientifiques très honnêtes, comme dans toute catégorie de la population, mais il y a aussi d'énormes escrocs dans le domaine de la science. Je me souviens notamment de gens qui avaient failli avoir le Nobel, qui avait fait des cas comme ça, il y en a plein, c'était dans le domaine de la santé, notamment un japonais. Et ça avait duré quelques années, puis au bout d'un moment, on avait découvert que c'était complètement bidon, le truc qu'il prétendait avoir découvert. Il avait fait des recherches pendant des années sur un truc qui n'existait pas. Mais on a les mêmes chez nous, les amis. Hein. Les mêmes... Et ils tirent vachement. Ils font le boulot, quoi. Et ils drainent énormément de gens. Et de toute façon, on l'a vu dans ton documentaire, tu as quand même une somme incroyable de falsificateurs que tu as mis en exergue. Le fameux Alceo do Sénat, moi je le connaissais en tant qu'Italien, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord, bah, tu vois. Et puis celui qui avait dû refaire, Auguste Fay, là, qui avait dû refaire l'église. Évidemment que c'est beaucoup plus simple de refaire partant de rien que de restaurer. Tu as des découvertes de dinosaures dans les débuts du XXe siècle, etc., mais qui ont été, si tu veux, par des querelles entre paléontologues. Le truc a été démoli. On a découvert que c'était des ossements d'oiseaux, etc. Si les mecs se permettent de faire ça, c'est qu'ils pensent que ça va passer. S'il n'y avait pas d'imposture à la base, ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'à un moment, tu as tous les gens qui suivent, comme dans notre société. Si tu veux, tu as ceux qui suivent parce qu'ils ont fait leurs études là-dedans et qui ne vont pas remettre en question les choses. Ceux qui vont se douter qu'il se passe quelque chose, mais qui fermeront leur gueule parce que voilà, c'est le boulot et que ça ne les regarde pas plus que ça. Et puis, au-dessus, tu as les mecs qui sont à fond parce que c'est des escrocs qui n'ont aucun scrupule et eux, ils vont y aller. Mais on sait que, par exemple, en Chine, il existe sur Internet, vous pouvez regarder, il y a une usine de faux dinosaures, de faux ossements de dinosaures plus vrais que nature. Des os à base d'eau, ils réunissent des os, ils font fondre tout ça et ils reconstituent des os de dinosaures plus vrais que nature pour alimenter tous les musées du monde. Ça vaut une fortune. C'est pignon sur rue. Oui, en plus, il y a un business colossal là-dedans. Alors, je suis désolé, Antoine, hein, peut-être que ça te touche pour l'histoire des pyramides, et peut-être que tu es allé dessus, mais moi, je peux te mettre devant une statue égyptienne et puis te demander de te mettre à méditer dessus ou à côté, debout, face au soleil. Et puis, si j'ai un peu de suggestion et tout ça, tu vas ressentir aussi des ondes et des trucs et tu vas te sentir peut-être même tomber dans les pommes ou te mettre en transe. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est fou comment on s'engouffre tout ce business du spirituel derrière, avec les ondes. En plus, il faut savoir, tu es dans une colline avec une hauteur, avec en plus des particularités telluriques dans cette zone-là, et une rivière qui passe, une rivière souterraine.
tu crois que tu vas avoir les mêmes fréquences, les mêmes ondes que sur une plaine? Forcément qu'il va y avoir une anomalie électromagnétique à cet endroit-là. C'est pas pour ça qu'il faut aller chercher une technologie extraordinaire qui serait là. Là, on rentre dans des trucs qui nous amènent à vendre des bouteilles de l'eau de Bosnie à 10 €. Ah oui. Et plus les voyages des gens qui t'amènent pour faire de la méditation au sommet de cette colline, qui au demeurant, en plus c'est normal qu'on y trouve des choses, puisque c'est une colline qui a une grande histoire. Le roi de Bosnie, il y avait son château, etc. Donc c'est normal qu'on y trouve des souterrains, entre autres. Et moi j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez vu, je fais un peu de pub, le film Doctor Strange, là, qui vient de sortir. Non, pas encore. Bon, faut aller le voir parce que. Alors c'est du Marvel, hein, ça reste très superficiel, etc. Mais toute la partie initiation, elle est mourir de rire, parce que d'abord, enfin, je vous donne un petit exemple sympa. C'est à un moment, donc le gars va se faire initier à un très haut niveau de gens qui ont vraiment là un véritable pouvoir sur les dimensions. Et d'abord, il voit cette baraque un peu pitoyable, cette porte et tout. Il dit non, mais vous êtes sûr que c'est là qu'il faut aller, parce que là, ça ne paye pas de mine. Puis derrière, c'est un yogi qui est là presque en lévitation. Le mec, il n'a pas mangé depuis 40 ans. Il ne mange et il ne boit que du prana. Et puis, bon, le gars lui dit bon, laisse tomber le supermarché ou je sais pas quoi, le folklore pour touristes. Et à un moment, donc, il est accepté dans ce groupe-là. Et donc, on lui montre sa chambre, et le gars, en partant, le maître, enfin, le sous-maître, enfin, le gars qui l'amène à sa chambre, lui donne un morceau de papier avec écrit. Il regarde le papier intrigué, et puis il voit écrit Shambhala. Il aime la tête, tu vois, il est tout excité, il dit c'est un code, il faut que je médite là-dessus. Le type dit non, attends, ça c'est le code Wi-Fi, on n'est pas des sauvages. Excellent. Et je crois que c'est vers ça qu'il va falloir quand même aller et arrêter un petit peu toute cette spiritualité à 3 balles, quoi. Qui est plus de folklore, avec la porte ouverte à tous les escrocs là aussi, quoi. Et oui. Ouais, effectivement. C'est évident. Est-ce qu'on est rendu moi, je suis triste des fois. Là, en Bosnie, le dernier truc, c'est qu'ils ont trouvé des écritures, des textes et tout ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Bon, ils ont trouvé une sorte d'écriture, mais rien qu'à lire le truc, parce que là, c'est de pire en pire, quoi. Ça va de plus en plus loin, là, maintenant. Les Anunnaki à côté, c'est gentillé. Donc, c'est des histoires qui sont toujours un peu comme... puisque comme, là, il faut répondre à un public. Les pyramides de Bosnie, ça intéresse qui? Ça intéresse pas les gens... les moutons tranquilles, ça les intéresse pas. Ça intéresse que les moutons récalcitrants. Et qui savent qu'il y a un problème et qui veulent absolument trouver quel est le problème. Et donc, eux, ça les intéresse. Ceux-là, généralement, vont s'intéresser beaucoup aux entités ou aux extraterrestres, etc. Et bien, dans la pyramide de Bosnie, c'est ceux-là que ça intéresse. Et ben, quand on leur sert un texte, on va leur servir aussi de l'extraterrestre et du truc extraordinaire. Et c'est une surenchère, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de... Et en plus, un texte comme ça, où il te raconte l'histoire du monde, sur 10 hiéroglyphes ou 10 signes, comment ils font avec 10 signes pour te raconter une salade pareille? J'exagère, mais c'est peut-être... Tu vois le truc? Non, c'est comme les tablettes sumériennes. Les tablettes sumériennes, franchement. Vous les avez vues, les tablettes sumériennes? Enfin, en plus, il y a beaucoup disparu. Mais les types arrivent à te faire la Bible
sur 30 cm, des chapitres entiers, sur 30, quand je dis 30 cm, 15 cm de crochets, de points, de traits. Comment est-ce qu'on arrive à traduire les tablettes sumériennes? Combien de gens peuvent traduire dans le monde les tablettes sumériennes? Combien il y a de spécialistes? Ça se compte sur les doigts d'une seule main et demie, peut-être. Qui va vérifier quoi? Oui, surtout que ça donne des choses assez extraordinaires, comme les ouvrages de science-fiction d'Anton Parks, quoi, qui dit qu'il a traduit les tablettes sumériennes, qui a fait des tomes que même t'as mal à la tête rien qu'à lire les noms qu'il met dedans, quoi. Qui pourra le contredire? Personne. Qui pourra contredire, puisque peut-être les 5 ou 6 autres grands spécialistes des tablettes sont des gars qui ont beaucoup d'imagination. Même entre eux, ils ne sont pas d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute manière, c'est dans chaque domaine où tout le monde se tape sur la tête, ils ne sont pas d'accord. Et le problème, c'est que, en partant de là, comment tu peux traduire des traits, des points sur une plaque en argile, et grande comme ça, tout est serré, tout est petit, et ça date de 5000 ans, sachant qu'au début du XXe siècle, à 30 km les uns des autres, on ne parlait pas la même langue, et qu'il n'y avait que 3% de la population qui savait écrire. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, en partant, en raisonnant comme ça, finalement, on remet tout en cause. Ah oui. C'est ça la démonstration en définitive. Moi, je te dis, alors, voilà, je peux pas, là encore, ce travail-là que j'aborde va certainement me prendre pas mal d'années encore. J'en suis qu'au début. Mais de façon à peu près sûre, je pense qu'on peut arriver jusqu'au XIIe siècle, fin du XIe siècle, à remonter à trouver des documents qui ne sont pas des copies. Pas des copies. C'est-à-dire ce sont des copies, mais qui sont vraiment de l'époque. Comme par exemple, combien de statues grecques et romaines combien de statues romaines sont des copies de statues romaines? C'est-à-dire, je m'explique, dans les musées, elles sont officiellement des statues romaines du 2e, 3e siècle avant ou après Jésus-Christ, mais elles-mêmes sont des copies de statues plus anciennes. On est dans le domaine des portulans. On est dans le domaine de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est des artistes romains, etc., qui ont copié des statues grecques, mais la statue grecque originale ont complètement disparu, n'existe plus. Tout à fait. Et évidemment, donc, vous l'avez vu dans mon émission, moi je prétends que ces statues remontent en fait à la Renaissance. Et d'où tu tiens justement ce cycle de 1000 ans? Bah, ça tombe bien, hein, puisque là en plus, voilà, je découvre moi tout ça. Moi j'ai cru aux Anunnaki, aux reptiliens. Alors ça aussi, c'est là on arrive encore à un autre paradigme. Moi j'ai l'impression que, alors, je réponds pas à ta question, ça m'embête. Il s'impose à moi par la connaissance des différents textes, etc. On revient toujours sur ces affaires de 1000 ans, par l'obsession des empereurs. C'est toujours le même truc qui revient. Tu as une espèce de truc, c'est l'empire de 1000 ans. Tu vois? Et ils veulent tous ça. À force, ça finit par me poser question, puis ensuite, voilà. C'est pour ça que je pense qu'on est régi par des cycles de 1000 ans. Oui, alors là, voilà, les reptiliens, exactement, on est dans le même phénomène. Alors là, c'est embêtant l'histoire des dinosaures qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. C'est très embêtant. Tu comprends? Quand tu commences à tirer une ficelle, c'est toute la pelote qui suit derrière. Pourquoi? Quel lien tu fais avec les dinosaures et les reptiliens? Parce que c'est un des grands trucs. C'est-à-dire qu'il y a plus. Imaginez des fossiles de plusieurs millions d'années. Et toi, tu marches, tu vas te promener dans la forêt, puis tu trébuches dessus. Et puis ils sont restés. Enfin bon. Parce que on dit voilà, c'était les reptiliens. Il y a une. Alors,
soit tu as le domaine, tu as la truc où c'est vraiment des extraterrestres, soit c'est des anciens terriens qui seraient, tu sais, c'est la fameuse idée qu'il y avait des, ça revient aussi, ça rejoint l'histoire des terrains. Puis après, tu as un peu un os à ronger avec le cerveau reptilien. Encore une fois, je suis dans. Je me demande si ce ne sont pas des os à ronger en fonction de mode. Et qu'il y a des modes avec des leaders qui sont mis en avant, favorisés par le système pour aller à fond dans un truc. Des types qui se sont pris à un moment, qui se sont présentés à la télévision comme étant la réincarnation de Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Tu vois? Alors par contre, note d'espoir, Jésus-Christ, tu y crois? Moi, je ne crois pas particulièrement, je ne crois pas à l'histoire de Jésus telle que racontée dans l'Évangile, hein, je l'ai déjà dit ça. Mais je crois en l'énergie christique et je crois qu'il y a eu des maîtres christiques dans ce monde. Et donc, je crois effectivement qu'il y a pu avoir un maître christique, hein, c'est un terme, il faut bien en trouver un. Un type, enfin quelqu'un un grand maître, un grand, je dirais pour utiliser le terme plus militaire, un grand général de la résistance qui a pu s'incarner, qui peut s'incarner à chaque cycle dans ce monde. Et alors là, en l'occurrence, ça pourrait expliquer le problème de datation, encore que les datations ne sont pas très fiables, mais enfin, l'histoire de la datation totalement inattendue du suaire de Turin, effectivement, qui remonterait au XIIe siècle. Donc, ça, c'était assez surprenant, cette datation. C'est vrai. Et puis, surtout, ce qui m'interpelle, alors là, c'est pareil, hein, c'est comme, moi, c'est jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, on ne m'a pas montré un autre faux qui soit à la hauteur, au niveau du suaire de Turin. Et on sait que le suaire de Turin est vraiment un truc dont on a témoignage dans des documents originaux de ce cycle. C'est-à-dire que ça ne date pas de 3000 ans, ni de 2000 ans, ni de 4000 ans. Ça date dans les 800 ans passés. T'as la fameuse Vierge de Guadalupe au Mexique. Alors ça, c'est encore un autre problème. C'est pas le même procédé. On est d'accord. Mystérieux aussi. Ça fait partie des trucs mystérieux. Mais forcément qu'il va y avoir des choses mystérieuses puisque au-dessus de nous, il y a dans l'invisible des capacités qu'on ne maîtrise pas ou dont on n'imagine même pas qu'elles existent. Ce sont aussi des petits os à ronger qu'on nous donne, là. Bah oui, mais toujours, de manière tout, finalement. Parce que l'intérêt, c'est de détourner l'attention de tout le monde de l'objectif de base. Et finalement, c'est quoi cet objectif de base de ces grands manipulateurs? Je ne connais pas leur objectif. Moi, j'essaye de voir un peu comment ça fonctionne, comment ça marche, et je m'intéresse à la conscience de l'humanité par rapport à cette problématique-là, par rapport à ce piège dans lequel nous sommes enfermés. Et donc, quels sont les moyens d'en sortir ou de faire capoter ce plan? C'est ça qui m'intéresse. Alors, moi je voulais revenir sur ce fameux cycle de 2000 ans. Parce que c'est vrai qu'en définitive, là où je pense où tu as pas mal d'attaques, c'est à partir du moment où les gens n'intègrent pas l'axiome, on est dans un cycle de 1000 ans. Au bout des 1000 ans, tu vas peut-être nous expliquer tout ça, hop, il y a une grosse remise à zéro et on repart pour un cycle de 1000 ans. C'est clair que finalement, tout ce qui est au-delà,
tout ça, c'est de la construction, c'est comme dans Matrix, hein, on nous crée des souvenirs pour nous créer une histoire, pour nous créer quelque chose. Donc à partir de là, si on intègre le fait qu'on est bien dans un cycle de 1000 ans, eh bien, voilà, tout ça, on n'est pas étonné que tout soit faux, tout soit là pour être des os à ronger, comme tu dis, pour le folklore, etc. Non, bah oui, on n'est pas étonné, et au final de voir que les faits sont en train de nous donner aussi raison, ou en tout cas de nous donner envie de continuer à aller encore plus loin dans cette théorie et dans cette hypothèse. Pense juste à un truc, tu vois, ouais, je te parlais de Mu et de l'Atlantide. C'est passionnant, Mu et l'Atlantide, ça nous a tous fait rêver avec Platon, etc. Platon, dont on peut aussi discuter de l'ancienneté, il faut le savoir. Hein. Il y a quand même des historiens qui pensent que Platon est en réalité un homme du XVIe siècle, qui s'appelait Pléton, je crois. D'accord. Ah ouais. Et par rapport à l'Atlantide et Mu, vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'y ai cru à ça, j'y ai cru à fond. C'était des civilisations mondiales. Des civilisations mondiales qui auraient créé les pyramides, notamment l'Atlantide, qui aurait monté des pyramides un peu partout à travers le monde, etc. Et qui avaient des sortes de colonies diverses et variées, un peu au Maroc, un peu à droite et à gauche, et dont on peut retrouver les vestiges, notamment Baalbek, au Liban. Alors, de deux choses l'une. Soit les Atlantes étaient... Alors, les spirituels pensent que les Atlantes étaient très évolués spirituellement, puis qu'au bout d'un moment, c'est parti en vrille. Soit ils étaient des esclavagistes et qui maintenaient les autres peuples à l'âge de pierre. On peut l'imaginer comme ça aussi, que juste ils venaient un peu butiner à droite à gauche d'un continent à l'autre, faire leur construction en utilisant des esclaves ou autres, mais ne se mélangeant jamais aux autres peuples. Auquel cas, alors là, on pourrait dire que ils étaient considérés comme des dieux. Puis après, il y a les textes sanscrits, hindous, etc., qui nous racontent au contraire qu'il y avait des guerres entre, et puis même Platon, des guerres entre les Grecs, les Atlantes, etc. D'ailleurs, c'est bizarre cette histoire-là, avec les Égyptiens au milieu de tout ça. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est là, comment ça se fait qu'avec ces différentes mondialisation qu'il y a pu avoir au fil des millénaires, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des millions d'années de civilisation. Les Mu, c'était il y a 200 000 ans. L'Atlantide, c'était il y a 12 000 ans. Entre-temps, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Là, on n'a pas donné d'os à ronger supplémentaire, mais si ce sont des mondialisations, soit, donc, je l'ai dit, ils étaient vraiment très séparés des populations, soit ils étaient mêlés à la population. Est-ce que vous y avez réfléchi à ça, Sylvano? Mais en quoi ça pourrait contredire ta théorie des 1000 ans? Non, ça va aller dans le sens de ma théorie des 1000 ans, vous allez voir. Les Atlantes, Mu, tout ça, c'est mondialisation. D'accord. Construction cyclopéenne, etc. Dans une humanité, au milieu donc des civilisations humaines. Est-ce qu'elles se mélangent aux populations autochtones ou est-ce qu'elles sont très séparées et elles les maintiennent en esclavage simplement? Elles sont séparées et les maintiennent en esclavage. Ouais, j'ai la même vision aussi. Ouais. D'accord. Et donc, comment c'est possible? Dans notre histoire à nous, connue, on n'a jamais vu de gens qui arrivent, qui colonisent un pays et qui ne se mêlent pas à la population. C'est vrai. Alors, ce sont des dieux. Oui, sauf si tu prends
Sauf si tu prends les populations pour des réservoirs de, tu vois, des réservoirs de nourriture, de graines, etc. Regarde les châtelains vivaient dans leur château et puis ils n'allaient pas forcément se mélanger au bas peuple qui vivait à l'extérieur. Donc si tu le remets à une dimension atlantéenne, peut-être qu'ils vivaient, s'ils vivaient sur une île, hein, voilà, sur leur île entre eux, entre élites, et après ils allaient récolter à droite à gauche. Mais les châtelains, ça les empêchait pas de faire quelques escapades et puis d'avoir notamment, enfin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, peu importe, mais le droit de cuissage, etc. Et d'essaimer un peu partout des bâtards. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que les Atlantes ou les habitants de Mu, justement, de par leur supériorité, est-ce qu'ils se mélangeaient pas du tout parce qu'ils avaient une conception raciale de leur condition d'être supérieur, ou est-ce que de temps en temps les militaires allaient s'encanailler ou les châteaux peut-être qu'ils ne pouvaient pas se mélanger génétiquement. Peut-être que si. Alors à ce moment-là, ce ne sont plus des êtres humains muets, l'Atlantide. Ce ne sont plus des civilisations humaines. Oui. Bon, imaginons qu'ils allaient pécho à droite à gauche de temps en temps, la gueuse. Là, c'est des questions amusantes, mais moi, j'ai cru longtemps à cette histoire de mondialisation, etc., de civilisations humaines qui ont été mondiales et qui ont ensuite été détruites. Parce que quand même, il faut avoir quand même de la main-d'œuvre pour construire des grandes pyramides, comme en Chine, comme en Amérique du Sud, etc., vu les blocs de pierre. Bien sûr. Et là, la question que je me suis posée, c'est que si jamais c'est des civilisations mondiales humaines, et que donc il y a mélange, et en plus ce sont des civilisations avec des gens qui sont évolués spirituellement, ils ne vont pas être dans le domaine de l'esclavage. Tu sais, on dit toujours par rapport aux extraterrestres que ce sont des gens qui sont tellement avancés qu'ils ne sont plus dans un besoin de guerre, ni qui vont être plutôt dans une espèce de tolérance, ou enfin bref, voilà, pas maintenir les gens qu'ils auront passé toutes les étapes, parce que sinon tu ne survis pas. Une fois que tu as trop de technologie, si tu restes dans un truc belliqueux, tu ne t'en sors pas, quoi. Et donc là, on est dans le domaine des humains, de gens qui sont suffisamment sophistiqués. On suppose que en même temps, il va y avoir une certaine philosophie qui devait exister chez ces gens-là, et plutôt tournée vers l'ouverture à la tolérance, plutôt un peu plutôt dans. Je suis vraiment dans la réflexion là avec vous. Moi, je me pose la question, ça a duré quand même quelques milliers d'années, cette affaire-là, cette plaisanterie de l'Atlantide, de Mu, tout ça. Ils sont pas arrivés, ils ne sont pas restés 50 ans, puis repartis. Ouais. J'imaginais ces civilisations-là qui disparaissent suite à un cataclysme comme ce qu'on nous raconte, le continent englouti. Mais dans le cadre de civilisation mondiale, comment est-ce que tu imagines qu'en l'an 1000, on trouve toutes les populations de nouveau totalement séparées au niveau génétique. En le disant autrement, comment se fait-il qu'il n'existe pas de métissage sur des centaines de milliers d'années? Oui, que les Noirs soient avec les Noirs, tout d'un coup, avec les Asiates, bien sûr. Tout d'un coup, tout est bien redistribué, toutes les cartes sont redistribuées parfaitement, continent par contre. Chacun est dans son coin, ouais. C'est une très bonne réflexion qui mérite qu'on s'y penche un petit peu. Mais moi je voulais pour vous l'amener. Non, mais c'est clair. Mais parce que le problème, c'est que moi, je voulais revenir sur cette histoire d'Atlantide, en définitive, parce que si on part de l'axiome de ce cycle de 1000 ans, en définitive, 1000 ans, c'est pas suffisant, tu vois, pour pouvoir atteindre un certain niveau de spiritualité tel qu'on les décrit, etc. Donc, est-ce qu'en réalité, l'Atlantide et tous ces mythes, j'allais dire atlantéens, mais je fais une répétition, c'est pas encore des mythes construits,
tout simplement pour nous maintenir encore dans une sorte de... Pour moi, à mes yeux aujourd'hui, ce sont totalement des mythes construits, des os arrangés qu'on nous a donnés, pour à l'attention des moutons récalcitrants. Mais alors, tu penses, Roch, que si on est dans des cycles de 1000 ans, jamais on a la trace des autres cycles de 1000 ans qu'il y a eu avant? Ouais, je pense ça, ouais. J'en suis arrivé à cette conclusion-là, en fait. Que j'ai l'impression que non seulement pour les survivants, les mémoires vont être totalement effacées, et tu reviens avec une conscience qui est essentiellement basée sur la conscience de l'ADN, c'est-à-dire le retour à l'animal, qui va être rééduqué très rapidement, et je pense également que tout retourne en poussière. Ouais, j'ai l'impression que tout est effacé comme, si on veut faire l'analogie du programme informatique, c'est l'analogie la plus pratique, la plus simple à comprendre pour l'homme moderne, pour nous, pour notre génération. C'est 2 points. Ouais, c'est vraiment une mise à zéro du truc, et je pense que ne subsistent que les pierres véritables, les rochers, et jusque même dans le sol, ça s'arrête, cette mise à zéro, ça s'arrête quand on touche la marne, quand on touche le sol dur, tu vois, qui est plus dur que du béton. Et le reste. Moi, du coup, j'avais une réflexion, mais que j'ai déjà eue en lisant tes éditos, etc. Pourquoi, donc, s'il y a vraiment cette mise à zéro qui est radicale, pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à tout ça, à construire tout ça, et pourquoi est-ce que finalement ils ne nous remettraient pas dans un départ à zéro, mais en nous faisant croire qu'on est les premiers à partir de zéro? Du coup, tu n'as même plus de passé, tu vois, à construire. Pour tous les goûts. Tu as les versions officielles où on te dit que tu es le premier, notamment les religions, t'expliquent que la création date de 5000 ans, point barre. Et donc, pour cela, pour les croyants, ils ont ça. Mais il en faut pour tous les goûts. Tu vas avoir les gens comme les moutons récalcitrants, à qui on va donner autre chose, on va leur faire croire qu'au contraire, on leur cache qu'il y a eu des civilisations très avancées, que ce soit technologiquement et spirituellement, et qui remontent à plusieurs millions d'années. Est-ce que le plus simple encore, le plus simple du plus simple, ce serait carrément pas de nous reprogrammer, tu vois? Remise à zéro, tu nous reprogrammes notre ADN, tu nous mets un QI d'un bulot, on est juste capable de fournir, je sais pas, l'énergie dont ils ont besoin, etc. C'est ce qui se passe à la base, mais on ne reconstruit jamais mieux que sur du vierge, sur du neuf. Donc, pourquoi s'embarrasser de vestiges qui peuvent être détruits juste par le mécanisme ce que j'appelle le blackout, et on peut derrière reconstruire des vestiges en très peu de temps et très facilement. Il y a l'exemple de la muraille de Chine, par exemple, mais on pourrait parler de l'exemple des pyramides. Il y a d'autres exemples. Par exemple, vous connaissez certainement ça. Les Chinois sont notamment, là, je parle de l'article de Top Secret du prochain numéro, sont les rois de la contrefaçon de trucs archéologiques historiques. Ils sont capables de tout ce qu'ils veulent. Et vous allez voir, Las Vegas, c'est pas très utile, mais ils ont aussi reconstruit un peu plus petit, mais très facilement. Mais s'ils avaient voulu refaire la Tour Eiffel, ils la refaisaient en grandeur nature. C'est un détail, ça. Donc, c'est un détail, mais vraiment. On peut refaire le Sphinx à l'identique, au caillou près, juste pour s'amuser, pour faire un décor de cinéma.
On a du mal à imaginer ça. Ah bah oui, c'est sûr. Ah, on a l'habitude des décors de cinéma en bois, en carton-pâte, où il n'y a que la façade. Mais au niveau des trucs en Syrie, souvenez-vous des musées, la destruction des statues, on a tous dit, bah, ils sont en train de casser des faux. En fait, on s'est dit, on a pensé, ils cassent des faux. En fait, ils ont gardé les originaux pour les revendre sur le marché noir et parce qu'il n'y a pas de petit bénéfice. Mais non, ils cassaient vraiment des faux. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un moyen de contrer ça pour que De contrer quoi? ces cycles de 1000 ans? On peut pas savoir. On est en chemin. C'est toujours le même truc. C'est qu'on est en chemin. On peut pas savoir demain ce qu'on aura découvert. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire non. Là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on est en chemin pour le découvrir. C'est peut-être notre mission, notre tâche. Oui, c'est vrai que si on se met dans la peau d'un sim, sortir du monde des sims, c'est tu te dis c'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut imaginer que le jeu peut être aussi d'abord le jeu des sims un peu simpliste par rapport à ce que nous vivons, mais on peut imaginer aussi que le jeu peut être piraté de l'extérieur. Ah oui. Oui, ce serait la seule solution. Bah, la problématique, pas la seule, mais ça peut aider, c'est sûr. Ben tiens, avec cette émission, Rock, on va demander. Imagine des pirates qui prennent possession qui arrivent à s'infiltrer dans le jeu des Sims et qui commencent à dire, en supposant que les Sims soient plus sophistiqués, et qui commencent à dire à quelques personnages des Sims, tu sais, tu es dans une matrice, tu es dans un jeu vidéo. C'est intéressant de voir ça, de voir comment les Sims sont. Je vous rappelle que au niveau intelligence artificielle, là, les super ordinateurs que Google est en train de mettre, ils sont en train de tester, il y a 2 ordinateurs qui viennent de communiquer entre eux dans un langage parfaitement inconnu par les humains. Ouais, c'est ce qui a été dit. Je demande à... Moi, je ne crois plus en rien maintenant. Je ne crois plus en rien. C'est sûr. Mais ça on peut aussi nous inventer ça. On peut aussi nous inventer l'intelligence artificielle. Oui, dans l'absolu, encore un nouvel os, pourquoi pas. Vers quoi ça nous emmène? Ça nous emmène un peu vers justement un blackout, ça nous emmène vers un blackout dans certaines étapes serait déjà annoncé d'avance dans les textes sacrés, et qui ressemble énormément à un programme qui s'appelle le programme Bluebeam, par exemple. Et l'intelligence artificielle, c'est... Moi, je me demande, enfin, pour en avoir parlé quand même avec des personnes sérieuses, pas comme moi, dans le domaine de l'informatique et dans le domaine des mathématiques, etc. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que comment tu veux qu'un système binaire, même avec des algorithmes, etc., très sophistiqués, etc., si à la base ils pensent de façon binaire, c'est très difficile d'arriver à lui faire développer autre chose. C'est comme nous. Nous, on réfléchit, on a été conçu, si on a été créé, conçu avec, imaginons, comme une machine-outil, si tu veux, une machine-outil qui est conçue pour faire des boulons toute la journée, pour faire des trous dans des plaques de métal de 2 cm de diamètre. Tu ne vas pas demander à une machine-outil qui est conçue pour faire des trous de 2 cm de diamètre de faire de la dentelle et de la haute couture. Elle n'est pas faite pour ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de trop aller à réfléchir une fois qu'on a passé notre calibrage. C'est-à-dire qu'il faut rester à un stade où on est dans le cadre duquel on est calibré. Si on commence à chercher la vérité
à un niveau de calibrage où si on y va, on démolit tout, ça va être contre-productif. Et donc, c'est là où il faut savoir s'arrêter au stade où après on rentre vraiment dans de la spéculation totale, de l'interprétation totale, comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire le mec qui se met en transe parce qu'il est devant une statue. Que la statue a été faite de telle façon que on est calibré pour avoir notre degré de conscience. Au-delà, on va rentrer dans un domaine très spéculatif parce qu'on n'est pas conçu pour. Alors après, on peut avoir, ce que je dis, les espèces de piratages qui viennent de l'extérieur et qui vont adapter les pièces. Les pièces qui peuvent être peut-être réadaptées. Mais je parle de ça par rapport au truc de l'intelligence artificielle, par rapport aux discussions que j'ai eues avec des gars qui sont assez pointus dans ce domaine-là. Enfin, ils ne travaillent pas là-dessus, mais c'est des mecs qui sont vraiment dans le domaine de la mathématique abstraite. Eux, personnellement, ils ne croient pas du tout en ce truc-là. Et ça, c'était avant que moi, je commence à mettre en question. Donc, je disais, bon, bah ouais, d'accord, je ne pense pas, mais après, pourquoi pas? Et puis après, je me dis, ben, oui, mais si on nous a raconté, si on nous a baratiné sur pas mal de choses, est-ce que ça aussi, qui va pouvoir vérifier? Comme l'histoire des tablettes sumériennes. Il ne nous reste plus qu'à apprendre le sumérien pour vérifier tout ça. Ben oui, mais après, bon, après que tu puisses trouver des règles, des trucs, parce que peut-être que ces tablettes-là, elles-mêmes ont été déjà pas faites n'importe comment au moment où elles ont été faites, et que donc on va peut-être retrouver des récurrences et pouvoir comment les traduire 5000 ans après. Oui, surtout s'il y a eu 5 cycles entre-temps, donc à partir de là, elles n'existent même pas dans l'absolu, c'est que du faux. En plus, bon, on est vraiment, c'est pour ça que c'est là, on est vraiment dans le partage de réflexion. Hein. C'est totalement. Là, on est en train de phosphorer. Il ne faut pas que les gens nous prennent trop au pied de la lettre. On est vraiment dans la recherche. On pousse un peu le questionnement philosophique un peu loin. On essaie de voir. Non, c'est ça. On fait de la rhétorique et tu as raison de le préciser. Alors, par contre, dans cette rhétorique-là, du coup. Moi, j'avais eu quelques questions, entre autres, il y a Margré qui m'avait envoyé quelques questions et qui me disait comment est-ce que tu positionnes la place de l'âme là-dedans, dans tout ça? C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit coincé dans des cycles de 1000 ans, est-ce que finalement il y a quand même une histoire de karma? Est-ce qu'il y a une âme qui se réincarne ou est-ce que c'est du one-shot et puis voilà? Non, parce que comme je disais, hein, le truc informatique, c'est une analogie, ça reste une analogie. Je considère que cette simulation dans laquelle nous vivons, cette matrice artificielle, est beaucoup plus sophistiquée et elle se joue sur plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Je pense que si, par rapport à l'âme, comment moi je peux l'imaginer aujourd'hui, bah justement, ça c'est une des influences du piratage extérieur. Tout en restant dans l'analogie du jeu des Sims. Ça fait partie du piratage extérieur qui vient bousculer le jeu de l'intérieur, qui arrive de l'extérieur. Et évidemment, il faut bien imaginer que les concepteurs du jeu, qui en ont établi les règles, et que les Sims prennent pour des règles réelles et incontournables, ces gens-là, ces concepteurs qui sont eux-mêmes d'une autre dimension que la dimension du jeu, je reste dans cette analogie, ont évidemment prévu des infiltrations de pirates et ont préparé des mesures de type antivirus ou anti-troyen, pour rester dans cette comparaison informatique. Mais
voilà, en imaginant que le monde qui est le nôtre est plus complexe, beaucoup plus complexe et n'est pas un monde informatique en réalité. Et là, le monde informatique est celui qui nous permet, nous, d'envisager ce que pourrait être le monde dans lequel nous vivons. Il n'empêche que le jeu continue. Là, nous, on est dans un stade du jeu, un niveau du jeu. Donc, l'âme, le commando d'élite, etc. Le personnage, tu veux imaginer les Sims. Imagine si tu jouais les Sims sur plusieurs vies et que tu mettais tes Sims une fois morts dans une autre dimension qui fonctionne sur d'autres lois, sur d'autres régimes, avec d'autres perceptions, d'autres niveaux d'autres pouvoirs. Et puis, et le pirate, le truc du piratage suivrait le personnage des Sims, puisque c'est une sorte de virus. Là, en l'occurrence, c'est pas un virus, mais enfin, c'est un infiltré. Et il suit dans les différentes dimensions, il va suivre le personnage. Et il va revenir après au niveau. Enfin bon, on peut imaginer un truc comme ça. C'est un super Sims sur plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de jeu. Et comme je l'ai expliqué, l'histoire de la loi du karma, comme je l'ai expliqué dans mon bouquin, l'histoire de la loi du karma, c'est un piège pour Bourrico. Les 10 commandements, c'est également un piège, puisque aucun sim ne peut respecter ces 10 commandements. Donc on se retrouve à la fin de la partie à dire bah ouais, ok, j'ai pas respecté mon pacte, donc je vais être puni, je vais recommencer, ou je vais rester sous votre coupe, etc. Donc pour répondre à Marc, ce truc des cycles des 1000 ans, n'oublie pas que ce sont des cycles de 1000 ans qui se répètent, qui se répètent et qui se répètent jusqu'à, en réalité, ce que le personnage soit nettoyé totalement du virus ou du commando d'élite ou de l'âme, que cette âme soit totalement nettoyée, repartie dans ce que j'appelle l'ombre, et qu'il n'y ait plus personne pour revenir dans le jeu et qu'on recommence là, cette fois-ci, le jeu avec d'autres personnages complètement nouveaux. Et autre question de Marc, à quoi, selon toi, ressemble la matrice originelle? C'est très difficile à imaginer, hein, la matrice originelle, puisque encore une fois, c'est comme ce que je te disais, on est conçu ici pour vivre dans la matrice artificielle, avec un calibrage d'un certain diamètre, et il faudrait pouvoir percevoir des choses qui ne sont pas du tout conçues pour ce diamètre-là, donc difficile. Donc avec ces perceptions de mon calibrage, comme différence, je verrais que c'est une matrice qui n'est pas tenue par le temps et tout ce que le temps implique, qui est tenue par une autre énergie qui serait de l'ordre d'une énergie d'amour, mais sans passer par cette cette polarisation, je ne sais pas comment on dit, ce filtre qui est la matrice artificielle, et puis tout cet amour New Age qu'on nous vend, du bien-être, du spirituel. Moi, j'adore, parce que maintenant, quand je prononce le mot spirituel, je pense tout de suite au mot Shambhala, c'est le code Wi-Fi. J'adore. J'ai adoré ce passage. Et donc, voilà, à la place du temps, on a l'amour. Et donc, à la place de la prédation, la prédation, tu vas avoir l'échange et le partage d'énergie entre les êtres qui vont se nourrir les uns des autres sans se prédater. Mais voilà, je vois ça avec le prisme de ce que moi je connais dans la matrice artificielle. Donc, c'est des questions qui sont vraiment difficiles, quoi, de répondre. Oui, forcément. C'est certain. Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer cette conversation entre nous quand même sans aborder du coup
un point qu'on n'a pas du tout encore abordé, c'est toute la partie spatiale, ISS, etc. Parce que là, tu as dû en avoir des milliers de questions sur le sujet. Donc, bon, aujourd'hui, on est d'accord. Il y a quand même quelque chose qui ressemble à l'ISS dans l'espace. Est-ce qu'il y a des gens dedans? Moi, je suis de moins en moins sûr, vu la démonstration que tu en as faite. Moi, j'y étais. Je peux pas te dire que ça... J'y étais. Je rigole, mais il y a un truc sur l'ISS qui est absolument fabuleux. Sur la NASA, sur la problématique de la NASA, et dont j'ai jamais parlé. Je trouve ça... c'est un truc qui me chavire la tête. Enfin bon, je ne veux pas exagérer, mais écoute, ils construisent l'ISS. Bon, ils montent l'ISS, module par module, un en Russie, un en Europe, etc. Bon, toutes les nations s'y mettent et on bâtit l'ISS. Mais comment se fait-il que l'ISS soit arrivé dans l'espace comme un popcorn? C'est-à-dire, un jour avant, il n'y avait pas d'ISS, le lendemain, il y a l'ISS. Il n'existe pas de photos ni de vidéos du montage de l'ISS dans l'espace. Les mecs ont construit la plus grande merveille du monde moderne. C'est un truc, c'est un exploit sans précédent. C'est quelque chose d'extraordinaire qui a dû nécessiter toutes les prouesses scientifiques, technologiques les plus extraordinaires pour monter ce mécano, ce Lego dans l'espace, dans une zone où il est très difficile dans le vide. Eh bien, ils ont oublié de filmer. Ils ont oublié de filmer l'ISS pendant son montage et de prendre des photos de l'ISS avec un premier module, un deuxième, un troisième, un quatrième. Rien de tout ça. L'ISS, vous l'avez, elle est brute. Elle est comme elle est. Et c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors la question qui serait intéressante à savoir, puisqu'il y a effectivement, si on en croit les vidéos que prennent les astronomes avec du matériel qui ne sont pas à la portée du petit astronome amateur. Enfin, bon, au club, ils ont peut-être ça, ils ont des ordinateurs pour suivre l'ISS et le voir avec ses panneaux et tout ça. Et à la limite, ils ne voient pas un ballon, tu sais, comme un leurre, un ballon avec dessiné l'ISS. Et un ballon stratosphérique, et puis tu filmes, et puis tu vois l'ISS. Effectivement. Mais en tout cas, l'ISS, on ne saura jamais comment on l'a monté dans l'espace. C'est ça qui est génial, je trouve, qui n'est pas pensé à filmer la construction de l'ISS dans l'espace, qui est un exploit sans précédent. C'est la grande merveille de ce monde. Faut bien. C'est clair. C'est pas faux. Roch, dans tes rendez-vous avec Roch, sur la grande supercherie de l'espace, à un moment donné, tu poses la question, mais tu n'y réponds pas. Où va l'argent de tout ça? Et tu n'y réponds pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être te la reposer ce soir. Selon toi, où va tout cet argent? J'aimerais bien que ça revienne un peu plus au peuple, en tout cas du monde entier, moi. Mais où est-ce qu'il va? Alors, je ne sais pas. Moi, tu sais, je n'exclus pas qu'il y ait une autre NASA secrète qui voyage différemment, qui voyage à la limite sans passer par l'espace, mais plutôt en passant dans d'autres dimensions. Pourquoi pas, façon Stargate. Ah, mais du coup, c'est une NASA qui arriverait à s'extirper de cette matrice artificielle? Non, s'extirper de cette dimension de la matrice artificielle, puisque comme je te l'explique, la matrice artificielle est conçue comme un millefeuille, si tu veux, avec plein de couches successives qui sont des couches de densité vibratoire et qui sont tout aussi matérielles que la nôtre, mais qu'on ne peut pas percevoir comme étant matérielles puisqu'on n'est pas, dans cette vibration-là. Et du coup,
du coup, on pourrait imaginer ce genre de choses qui leur permettraient de voyager dans le temps ou dans l'espace. Je ne sais pas. Il y avait ouais, enfin, ça alimenterait un programme spatial secret. Oui, ça pourrait alimenter un programme spatial secret, mais ça pourrait alimenter bien d'autres trafics. En définitive, si on pousse le raisonnement. Donc, imaginons qu'effectivement, voilà, tout ça, ça soit de la pure supercherie, ça leur permet de détourner de l'argent, de pouvoir alimenter leur propre programme à eux, et finalement, ils se leurrent eux-mêmes parce que ils en sortent pas de la matrice. Même s'ils vont dans des couches, des autres couches du millefeuille, c'est une espèce d'autre os à ronger, je pense peut-être plus malin que les autres en se disant, ben, nous, on échappe à la réalité, mais non, pas plus que nous finalement. Et eux ne cherchent pas forcément à sortir de la matrice artificielle. Ils y sont bien. Et voilà, ils y sont bien à leur niveau en tant que gardiens du troupeau. Ils vont se faire attraper au bout de 1000 ans, ils vont se faire attraper comme les autres. Pas forcément. Non, parce qu'il y a des survivants à ce cycle de 1000 ans. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais des personnages récurrents, toujours en comparaison informatique, tu préserves la mémoire et tu préserves intact un certain personnage, et ceux-là, tu les fais passer, tu les mets en dehors du programme au moment où il y a le chaos, et puis tu les réintroduis tels que dans le jeu. Toujours dans cette analogie. Donc pour eux, c'est pas gênant. On peut supposer que ce sont les gardiens du troupeau jouent à un niveau qui est totalement différent du nôtre. Et à partir de ce moment-là, c'est très intéressant pour eux d'aller visiter d'aller explorer d'autres mondes, d'autres dimensions, d'autres périodes du temps et dans d'autres espaces, tout en restant dans la matrice artificielle. Mais j'en sais rien, hein, encore une fois. Je ne l'exclus pas, moi, parce que je ne peux pas l'exclure. À l'heure d'aujourd'hui, oui, il y a un problème au niveau de l'espace. Dans notre dimension, il y a un problème. Oui, c'est peut-être que l'espace est encore composé d'eau. Peut-être qu'on a vraiment un autre degré de niveau d'eau dans l'espace. Et c'est peut-être vraiment comme une piscine, mais avec une eau où les objets ne seraient pas ralentis, au contraire. Nous, on est dans l'eau. En réalité, il y a un taux d'humidité dans l'atmosphère. On est dans une certaine eau. Simplement, cette eau, on est conçu pour évoluer dedans. On est passé par une matrice, qui est une matrice biologique, celle-là, pour venir s'intégrer dans cette dimension. Et on y est bien parce qu'on a été conçu pour être dans cette dimension et se mouvoir très librement, très facilement, en tout cas sans en éprouver aucune gêne, dans cette eau. Quand tu vas te baigner au fond d'un lac ou au fond de la piscine, tu vois bien que là, tu n'es pas adapté à cette eau-là, parce que tu vas être freiné au niveau simplement de l'aérodynamique. Tu n'es pas dans ton élément, même au niveau de ton corps. Pourtant, ça ne gêne pas du tout les poissons. Les poissons, eux, ils peuvent se taper un sprint immédiatement. On n'a pas l'impression qu'ils sont gênés par l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que l'eau ne les freine pas, pas du tout. Ou pas plus que nous, l'atmosphère, quand on court, nous freine. Mais elle doit nous freiner, mais dans notre perception, ce n'est pas le cas. Et je suppose que dans l'espace, il y a aussi une sorte d'eau qui doit être différente. Enfin bref, clairement, cette parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'exclus pas qu'il existe pas, je n'exclus pas du tout que Mars existe ou que les planètes existent. C'est-à-dire que souvent, on m'a fait dire dans la suite de mes émissions que j'étais persuadé que la Terre était plate. Là, je crois que je m'en suis un peu expliqué au début. Voilà.
Je ne suis pas du tout convaincu que la Terre soit plate. Je ne suis pas non plus convaincu que la Terre soit sphérique. Je pense qu'elle est les deux à la fois. Et donc, je n'exclus pas non plus, on m'a dit aussi que ça voulait dire que les planètes n'existaient pas. Ce n'est pas du tout le cas. Je sais bien que moi, pour l'avoir vu également, avoir regardé au télescope Jupiter et puis d'autres planètes, que ces planètes existent, qu'il y a bien quelque chose. Mais donc, est-ce qu'on est capable de traverser, de voyager jusqu'à là-bas? Là, c'est encore une autre question. Ça, je n'en suis pas sûr du tout au vu de ce que nous montre la NASA aujourd'hui. Voilà. D'accord. Gros point d'interrogation sur tous ces trucs-là. On ne sait déjà pas ce qui se passe chez nos voisins qui habitent à 15 mètres de chez nous. Alors, pour savoir ce qui se passe au cœur même de la NASA, ouais. Faut être mage ou remote viewer, n'est-ce pas? C'est ça. Il faudra qu'on leur demande. Faudra interroger, oui. Ouais. Alors, tu sais, tu avais aussi invité dans une de tes émissions, quoi, plusieurs reprises d'ailleurs, Monsieur X. Oui. Le fameux, qui nous décrit d'ailleurs un petit peu sur la fin des temps, on va dire, où il nous met en garde, où il nous dit attention, si vous arrivez à l'époque où on vous demande d'entrer dans des souterrains pour vous protéger, de suivre les lignes jaunes, vertes, rouges, etc., c'est que c'est le début de la fin. Cette partie-là, est-ce qu'on peut la raccrocher finalement au cycle des 1000 ans de cette matrice artificielle et que ça va être la façon des dirigeants qui collaborent finalement avec les maîtres de la matrice de faire le tri pour pouvoir repartir à zéro avec l'échantillon de population qu'ils veulent, c'est ça? C'est une bonne question. C'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, ouais. C'est possible. Tu vas en refaire bientôt une nouvelle émission avec Monsieur X? Oui, c'est prévu. J'ai déjà l'accord de faire une nouvelle émission où là, il ira, j'espère, il sera un peu plus précis et puis il ira un peu plus dans ces domaines-là. Mais en même temps, je veux pas que, parce qu'on aurait déjà pu la faire il y a un mois ou deux, mais je voudrais pas non plus qu'on me taxe de ne faire que des émissions, tu vois, avec Monsieur X, etc. J'ai envie de varier le plus possible les invités. Donc, oui, d'ailleurs, cet été, tu as fait une émission sur Nostradamus. J'ai fait une émission avec José Martin à Rennes-le-Château sur sa découverte complètement fascinante au niveau de Nostradamus et qui rejoint encore une fois cette histoire de cycle de 1000 ans. Et José Martin, à l'époque de l'émission, puis quand on s'est rencontrés, ne connaissait pas du tout Top Secret. Il m'avait contacté par une amie qu'on avait en commun, mais il ne connaissait pas du tout toutes ces histoires-là. Et je trouvais assez remarquable ce qu'il avait découvert au niveau des quatrains, etc., et la déclinaison des quatrains. Et qui rejoint vraiment de façon très pertinente cette histoire de cycle de 1000 ans. Et avec un truc que j'ai appris, que des lecteurs m'ont donné, une information, qu'en fait, alors c'est un chercheur là, qui a écrit un livre il y a quelques années sur un moine qui aurait vécu au XIIe siècle et qui serait en fait le véritable auteur des quatrains de Nostradamus et que Nostradamus aurait plus ou moins récupéré ça 2-3 siècles plus tard. Et il les aurait remis à son nom, etc. Le gars a fait tout un livre là-dessus.
Et donc, les personnes qui m'ont montré ça, qui m'ont dit, oui, mais vous ne connaissez pas le livre, hein. Moi, ça ne me dérange vraiment pas, que ce soit Nostradamus l'auteur ou un moine du XIIe siècle. Au contraire, à la limite. Au contraire. Ça ne ferait qu'appuyer ce que je pense en termes de rendez-vous, d'un agenda, d'un scénario de 1000 ans. Ça s'inscrit parfaitement bien. Et la découverte de José Martin, le mérite de José Martin avec cette découverte, c'est de s'être rendu compte qu'on pouvait décliner l'œuvre de Nostradamus en 1000 années, avec ses saisons, ses années, etc. Tout se rejoint. Tout se rejoint, mais c'est assez fou. Moi, je regrette pas d'avoir enquêté, d'avoir travaillé. Je continue à demander, à inviter les auteurs, parce que Top Secret, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon magazine, dans le sens, c'est pas ma pensée, ma philosophie qui doit être dedans absolument. Non, pas du tout. C'est une tribune pour tous les chercheurs de vérité et qui sont en vérité, dans la vérité, ils cherchent sincèrement. Et je sais qu'il y a beaucoup de cohérence dans le travaux de tous les auteurs, de tous mes confrères qui travaillent, qui collaborent à Top Secret et qui sont dans cette recherche-là, que ce soit dans le domaine de l'ufologie, de l'archéologie, de la science, etc. Je pense que c'est comme notamment sur Mu, il y a des informations sur le 19e siècle, etc., qui sont très pertinentes. Tous ces articles sont des pièces d'un puzzle, et plus on a de pièces, plus on commence à avoir d'éléments annexes, plus les pièces commencent à prendre leur place, plus ça devient facile et intéressant de mettre des pièces en attente. On voit bien, il y a des pièces qui ne s'imbriquent pas, donc ça va, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le schéma, etc. Le souci, souvent, c'est que on a des... Et on est tous plus ou moins comme des gens qui sont devant un puzzle et on est en train de réunir les pièces du puzzle comme si le puzzle était conçu sur une ligne. Imagine, tu fais un puzzle, tu ne sais pas qu'il est carré. Et donc, tu crois que c'est tout en une ligne. Et donc, tu vas enquiller des pièces qui semblent correspondre, mais tu comprends bien que tu vas arriver à rien du tout. Tu vas peut-être, avec un peu de chance, avoir 2-3 trucs. On en est là. On est dans cette situation-là. Alors que nous, on ne connaît pas le cadre du puzzle. Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est creux? Est-ce qu'il est concave? Est-ce qu'il est en plusieurs dimensions? Est-ce que c'est un cube? Oui. Et c'est pas facile. Mais plus on a de pièces du puzzle, plus on essaie de les assembler d'une façon ou d'une autre, plus on va finir par réunir un maximum de pièces par pouvoir donner une forme déjà au puzzle. Oui, on doit. Même aujourd'hui, on est déjà capable, je pense, à entrevoir la forme de ce puzzle, et elle n'est pas linéaire, c'est sûr. Tiens, je voulais te poser une petite question, mais qui est peut-être hors sujet ou pas. Là, on m'a annoncé, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, donc on enregistre le 6 novembre, que mais finalement, les prochaines élections américaines là, de la semaine prochaine seront tout simplement annulées. Donc, c'est passé par voie médiumnique, hein, forcément. Du coup, si c'est une prophétie qui s'avère, comment est-ce que toi, tu l'interprètes tu l'interpréterais par rapport à la matrice artificielle? C'est-à-dire, c'est encore une fois un os à ronger qui va encore détourner les gens, ou c'est une fuite d'informations qui montre que finalement on peut prévoir des choses, on peut influencer sur la matrice? On peut influencer, oui, on peut influencer. Après, bon, cette prophétie, comme tu l'appelles, ou cette annonce, ça fait quand même 2-3 ans qu'elle circule. Hein. D'ailleurs, elle circule aussi pour la France en ce moment. D'accord.
Comme on est le 6 novembre, moi je peux te dire que les élections elles vont avoir lieu. Tu vois, comme ça ton médium, eh ben, tu liras. Oui, non, mais c'est pas ce que dit Antoine. Antoine ne dit pas qu'elles n'auront pas lieu. Mais tu sais, il peut y avoir des magouilles qui fait que, tu vois, comme il y a eu des urnes qui étaient pas bien, on annule, on recommence, tu vois, ce genre de truc, je pense. C'est à ça que tu penses, Antoine. Je parle des élections américaines. Hein. Ça pourrait être truqué, elles vont être truquées, c'est certain. Mais c'est comme ça que tu voyais l'annulation, Antoine, non? Oui, c'est ça, une annulation. Après, j'ai pas eu de détails. Mais bon, si c'est quelque chose qui... Elles vont avoir lieu très probablement, ces élections. Je pense que les gens sont déjà allés aux urnes. Hein. Ça fait déjà quelques semaines que... Le bourrage des urnes a déjà commencé. Voilà. Mais après, c'est possible, vu ce qu'on a vu avec Bush les 2 dernières fois, tout à fait probable qu'il y ait encore quelques scandales et des discussions sur les résultats de cette élection qui a l'air d'être officiellement annoncée comme étant à couteau tiré, où les 2 candidats sont vraiment sur la corde, donc ça va être facile, à mon avis, de contester les résultats. Tout à fait. Et on va profiter de cette émission, tiens, pour savoir, on va lancer, parce que chaque fois que Rock, dans les magazines Top Secret, il écrivait sur l'effet Mandela, il avait la surprise d'avoir des réponses. Maintenant, on va voir si le lapin va réapparaître après cette émission. En tout cas, pour l'histoire des élections, peu importe, je ne sais pas, moi, si ça va passer comme... c'est possible aussi que ça passe, hein, mais et qu'il n'y ait pas d'histoire et que, hein, comme Sylvain nous le dit, que tout soit entériné et voilà, en bonne uniforme, avec évidemment des râlages du camp des perdants, forcément. Mais pour en revenir à la question qu'il y avait derrière, oui, on peut tordre effectivement le cours des choses. Ouais. Oui, parce que, bon, c'est vrai que depuis le début de la conversation, qu'on a tous les trois, je ne vais pas dire que c'est anxiogène, mais quelque part, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de solutions, etc. Donc, est-ce que toi, tu as des solutions, des clés à nous proposer, on va dire, nous, résistants, hein, allez, on peut le dire, si on veut essayer de faire imploser ou exploser cette matrice artificielle? À l'heure d'aujourd'hui, non, j'ai quelques pistes. Mais j'ai pas la solution miracle. Non, j'ai pas ça. Mais encore une fois, on est en chemin et il faut suivre les pistes jusqu'au bout. Moi, je trouve pas que l'émission soit anxiogène. Une émission qui est en train de rétablir les choses et qui est en train d'expliquer aux gens le spirituel, c'est pas ça. La connexion, il n'y a pas besoin de tout le folklore derrière, il n'y a pas besoin de se mettre sur la tête un entonnoir en aluminium ou peu importe pour se connecter avec telle ou telle entité ou telle que les choses doivent être naturelles, que cette connexion, ouais, elle doit être ou elle n'est pas. Mais il y a un moment où il ne faut pas forcer les choses, parce que forcer les choses par quelque pratique que ce soit, bah là, on tombe dans les trucs qui sont à la limite très comparables aux méthodes de la CIA qui vous mettez des drogues pour vous transformer et vous briser, pour briser votre personnalité, pour briser qui vous êtes. Alors, si c'est avoir de la spiritualité, ça passe par des drogues particulières, hallucinogènes ou autres, ou si ça passe par des initiations qui sont à la limite du viol psychologique ou physique, ou qui passent par la violence, qui passent par la douleur. C'est pas pour déchirer la membrane de la réalité et de la dimension pour aller accéder à une autre dimension. C'est juste une façon de briser
briser notre ego, de briser notre volonté, de briser notre personnalité profonde. Et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'arriver à nous connecter. Je pense qu'il y a d'autres moyens plus simples et qui ne sont pas non plus forcément la pratique de la méditation, qui peuvent donner lieu à toutes sortes de rendez-vous. Ouais. Alors, est-ce que finalement, la première des clés, ce serait pas tout simplement d'ouvrir les yeux? Merci Antoine. Tu dis avec une phrase que moi, comme un balourd, j'essayais de dire depuis 10 minutes. Oui, je pense que non seulement d'être en vérité, d'être dans sa vérité, c'est la meilleure manière de pouvoir vraiment se connecter. Et c'est pas anxiogène d'essayer d'avoir du discernement sur tout le spectacle, tout le falbala de business qu'il y a autour de tous nos trucs de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. C'est sûr. Je pense qu'il y a un moment, c'est pas d'être sceptique, c'est juste d'écouter. Il y en a qui vont dire d'écouter son cœur, mais enfin, en tout cas, d'écouter. D'autres vont dire d'écouter sa raison. Enfin, déjà de s'écouter soi. Et ouais. En tout cas, voilà, il y a une dérive. Il y a une dérive et c'est très inquiétant. Ouais. Oui, il y a de plus en plus de gourous. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça va de plus en plus loin. Il faut se poser la question, savoir si ça nous fait du bien déjà, et puis si toutes ces recherches nous font du bien à moyen, long terme, parce que si jamais ça ne nous fait pas du bien, il faut mieux arrêter, quoi. Non, donc juste quand même pour conclure, donc voilà, c'est s'écouter soi-même déjà, et suivre ses intuitions, et puis se méfier, voilà, dès qu'on commence peut-être à vous demander de l'argent pour telle chose ou telle chose, si c'est pas raisonnable, c'est que effectivement ça sent la dérive sectaire et le gourou qui est derrière. Voilà. Eh bien, écoute, Roch, ça va être sur cette dernière pensée on va dire, à méditer, parce que là, je pense que voilà, il va y avoir encore beaucoup de choses sur lesquelles les gens vont devoir réfléchir, et puis éprouver ce que tu dis, voilà, expérimenter par eux-mêmes, chercher par eux-mêmes. Nous, c'est une discussion entre amis qu'on a faite. Voilà, on est parti dans plein d'idées, plein de sens. On a fait de la rhétorique. Parfois, ça fait du bien de faire ça. Bon, on en profite de faire ça à distance parce qu'on n'est pas à côté. Sinon, on le ferait plus souvent à côté. Oui. Et puis voilà. Et puis du coup, vous avez pu en profiter aussi pour assister à cette discussion. Donc, vous pouvez retrouver Roch tous les 2 mois avec son magazine Top Secret dans les kiosques, tous les mois sur sa chaîne avec les rendez-vous avec Roch. Et la dernière petite question avant de couper tout ça, est-ce que tu es en train d'organiser pour l'année prochaine un nouveau salon de Top Secret? Rien de prévu dans ce sens pour l'instant, parce que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend du temps, ces organisations-là. Et puis bon, maintenant, il y a des associations qui ont pris le relais, donc c'est même à la limite plus trop nécessaire. Je connais de très belles associations à travers la France, et puis notamment Sylvano avec son groupe, qui est quand même un groupe sur Facebook qui est très dynamique, qui est super agréable, qui est construit, où les gens se retrouvent dans une convivialité qui est rare. Lui aussi pourrait faire ce genre de rencontre demain. Donc, il y a des gens de Top Secret qui se rencontrent entre eux. On s'est rencontrés à Paris dans un petit comité, on était une quinzaine un soir. Mais voilà, organiser des choses plus conséquentes, c'est vrai que je pourrais faire. Je le referai dans un avenir à moyen terme. Certainement pas à Paris, je pense pas. Et peut-être aussi à Paris, mais bon, peu importe. Mais pour l'instant, c'est vrai que des associations ont pris le relais.
Silvano pourrait lui-même organiser ça avec des conférenciers. Ça ne serait pas très compliqué, je suis sûr. Ça ne nécessite pas une logistique énorme, c'est juste du temps. Mais moi, là, ce temps-là, je ne l'ai pas en ce moment. Tu l'as plus, d'accord. Oui, puis après, si tu veux, Antoine, moi, j'ai permis de rencontrer des auteurs de Top Secret à 3-4 reprises. Puis il faut que j'ai encore de nouveaux auteurs pour que ça évolue et qu'on n'invite pas toujours les mêmes. Tu vois. Ok, non mais écoute, ça sera peut-être un projet 2018 du coup. Oui, de toute façon, l'école de la résistance, c'est pas terminé et on reprendra les cours un jour ou l'autre. Mais en tout cas, c'est pas pour 2017, je ne pense pas. Ça marche. En tout cas, merci d'être passé. Silvano, merci de m'avoir accompagné pendant cette jolie discussion. Mais c'était pour moi. On se retrouve toutes les semaines. Hein, mais oui. Sur Miasme TV. Allez, ciao vous deux. Merci à vous deux. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Merci à tous les deux, c'était un plaisir.